Salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie Enastros à Strasbourg. Au début du mois de décembre, je suis allée fêter mon anniversaire chez mes parents. Et comme les prévisions météorologiques annonçaient un ciel dégagé, je me suis dit que c'était l'occasion de sortir le Vespera et le Sistar. Ce soir-là, j'ai shooté 3 astres. 2 vidéos sont déjà sorties sur M42 et IC405. Ici, le troisième, qui est donc le deuxième qui a été shooté pendant 1 heure, la célèbre nébuleuse du crabe répertoriée dans le catalogue de Charles Messier au numéro 1. J'aurais pu vous faire la vidéo en mode chill avec une petite musique, mais je me suis dit que ça allait être peut-être plus intéressant de vous lire la revue de l'astronomie par Camille Flammarion, qui a été édité en mai 1956, dont sur la première page, on retrouve une photographie de la nébuleuse du crabe et il y a un article qui a été dédié dans la revue. L'article a été écrit par Monsieur Berthaud de l'Observatoire de Paris-Meudon. Je ne vais pas tout vous lire, je commence. Les premières photographies de la nébuleuse du crabe ont été obtenues par Richetieu en 1909. 4 ans plus tard, commençait une série d'observations en vue de déceler des changements possibles, principalement dans les parties les plus brillantes. Enfin, en 1921, Lamplang, après l'examen au blink microscope des meilleurs clichés, concluait à des changements d'éclat réels en divers points. Il citait par exemple une masse brillante allongée de 45 secondes d'arc x 15 secondes d'arc à 45 secondes d'arc au nord-ouest des 2 étoiles centrales dont nous aurons à parler plus loin. Cette masse était proéminente en 1921, là où il n'y avait rien de remarquable en 1916. Il a également remarqué des filaments subissant quelques changements et de légers déplacements. À la même époque, Mayal, utilisant les anciens négatifs de Richetieu, parvint à mesurer les déplacements angulaires de certains détails et conclut à une valeur de 0,21 secondes d'arc pour l'expansion annuelle. Il a d'ailleurs révisé ces mesures et utilisé de nouveaux clichés en 1937 pour aboutir à la valeur actuelle adoptée de 0,134 secondes d'arc. Connaissant l'expansion angulaire et la vitesse réelle des gaz en kilomètres par seconde, on peut en déduire facilement la distance de la nébuleuse. Cette méthode est couramment employée pour déterminer la parallaxe des novas qui donne naissance à une nébulosité dont le diamètre augmente avec le temps. Les dernières données de l'observation, c'est-à-dire 0,134 secondes d'arc et 1000 km par seconde, on obtient pour la nébuleuse du crabe une distance voisine de 1500 parsecs, soit environ 5000 années-lumière. En adoptant une valeur de 4 minutes d'arc pour le diamètre apparent moyen, on calcule un diamètre linéaire de 6 années-lumière. De plus, si l'on admet que l'expansion s'est toujours poursuivie à la même vitesse, on peut calculer aussi la date approximative de son point de départ. On trouve que l'expansion initiale s'est produite au voisinage de 1100 après Jésus-Christ. La date ainsi fixée va nous dévoiler l'origine de la nébuleuse du crabe. On a en effet retrouvé la trace des observations relatives à une telle explosion dans des textes chinois dont nous devons la traduction au sinologue Édouard Biot, fils de l'astronome et physicien Jean-Baptiste Biot. C'est dans la Connaissance des temps de 1846 qu'il publia sa traduction de l'extrait du livre 294 de la collection d'annales recueillies par Ma Tuang Lin sous le titre Catalogue des étoiles extraordinaires observées en Chine depuis les temps anciens jusqu'à l'an 1203 de notre ère. Les astrologues chinois attachés au gouvernement impérial tenaient des registres des apparitions survenant dans le ciel, qu'il s'agisse de comètes, de météores brillants ou d'étoiles nouvelles. Ces astres, qu'il appelait Koxing, littéralement étoiles hautes, étaient considérés comme des visiteurs venus annoncer de grands événements, guerres ou décès de personnages illustres, et qui disparaissaient, les missions accomplies. La liste de Biot débute par la fameuse étoile de 134 après Jésus-Christ, dont l'apparition aurait incité Hipparque à construire son catalogue. Pour l'année 1054 est signalée une étoile d'un grand éclat, dans le passage qui fut traduit ainsi: période Qingho, première année, 5e lune, jour Qicheu, une étoile extraordinaire apparue au sud-est de Tingquang. Elle pouvait en être éloignée de quelques dixièmes de degré. À la fin de l'année, elle s'effaça. Pour Biot, la date ici mentionnée est le 4 juillet 1054
et Ting Kuang désigne l'étoile Zeta Tauri. En 1942, Du Wangdak a retrouvé le texte original que Ma Tonglin avait extrait du Xunxi, chronique relatant l'histoire d'une dynastie d'empereurs chinois, et corrigea la dernière phrase de la traduction de Biot qui devint alors, après plus d'une année, elle devint graduellement invisible. Fouillant d'autres chroniques, il trouva des renseignements complémentaires permettant de fixer la disparition de cette étoile au voisinage du 17 avril 1056 et quelques circonstances relatives au début de son existence. Il cite en particulier la description suivante. Elle était visible en plein jour comme Vénus. Des rayons pointus partaient autour d'elle dans tous les sens. Sa couleur était blanc-rougeâtre. Elle fut tout aussi visible pendant 23 jours. Cette dernière phrase, qui peut paraître énigmatique, signifierait pour Hort qu'on put l'observer en plein jour dans le ciel du matin 23 jours de suite. De l'éclat exceptionnel de cette étoile, on peut déjà déduire son origine probable. Il est tout indiqué de penser à l'explosion d'une supernova. Or, les supernovas connues, celles qui ont été découvertes dans des nébuleuses extragalactiques, faiblissent en moyenne d'une magnitude et demie dans ce délai de 23 jours. Comme d'autre part, Vénus cesse d'être visible en plein jour quand sa magnitude arrive à moins 3,5, Hort aboutit à ce résultat parfaitement acceptable que l'étoile atteignit une magnitude de moins 5 au moment de son maximum d'éclat. La faible latitude galactique de la nébuleuse du Crabe, sa distance déjà considérable et l'excès de couleur mesuré pour les étoiles B du voisinage indiquent une absorption interstellaire dont il faut tenir compte. Hort trouve cette absorption égale à sa grandeur. Si elle n'existait pas, l'étoile de 1054 aurait été d'une magnitude de moins 6. Avec la distance de la nébuleuse du Crabe, on calcule alors la magnitude absolue de moins 16,5, ce qui fait de l'astre en question une supernova très lumineuse à classer de type 1, ce qui d'ailleurs est en accord avec sa durée de visibilité à l'œil nu de 2 ans. Il y a pratiquement identité sur la position de la nébuleuse du Crabe qui se trouve à 1 degré seulement au nord-ouest de Zeta Tauri. L'étoile est apparue, elle aussi, à faible distance de Ting Kuang, mais au sud-est, c'est-à-dire à l'opposé. Il y aurait donc contradiction si Ting Kuang désignait Zeta Tauri comme le pensait Biot. En réalité, des recherches plus récentes sur l'uranographie de l'ancienne Chine conduisent à l'identifier avec un astérisme situé au voisinage de Zeta Tauri, mais sans pouvoir préciser davantage. De cet ensemble de faits, on peut finalement conclure que la nébuleuse du Crabe a pris naissance dans l'explosion d'une supernova survenue dans notre galaxie en juillet 1054. Il ne semble pas que cette étoile ait été observée en Europe. Par contre, la Chine n'est pas le seul pays d'Extrême-Orient où l'on est signalé. Les Japonais la virent à Kyoto une dizaine de jours peut-être avant les Chinois. Eux aussi la localisèrent dans Ting Kuang, où elle brillait, disent-ils, comme une comète aussi grande que Jupiter. Et voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Donc, c'est un extrait du magazine de l'astronomie par Camille Flammarion qui est sorti en mai 1956. Je trouve ça extraordinaire qu'on puisse encore avoir des revues qui existent, qui étaient très bien faites pour l'époque. Je connaissais la M1, son histoire, la nébuleuse, la supernova, mais c'est le meilleur texte que j'ai trouvé dans tous les livres que j'ai lus et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de l'entendre également. Je vais essayer de vous scanner ça. Je vous souhaite de passer une très 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 bonne fin d'année. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr, avec toujours à parler d'astronomie. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Facebook Enastros et l'Instagram enastros.fr. Merci à tous, à très vite, prenez soin de vous. Salut, salut.